para novias francesas, las de San Juan de Luz, cruzando el Bidasoa, no hay como las de Irún. Para comer barato es contrabandear. Yo pongo las sardinas, tú pones el champán. Aile tun chiquitun, aile tun aire, 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 aile. Quelques extraits du journal de vie de Pierre Loti, datant de sa période d'activité, si on peut dire, sur le javelot à Hendaye, entre la fin 1891 et le début de l'année 98. Donc son arrivée à Hendaye dans le premier extrait. Mardi 15 décembre 1891, au matin je prends le train du midi. En arrivant à Bayonne le soir, par nuit étoilée, il me semble trouver un air plus tiède et plus léger. Je suis anxieux de demain, de ce que sera ce pays d'Hendaye, de ce que sera ce javelot. 5 septembre 1892. Le soir, vers 10h, par une merveilleuse nuit de pleine lune qui éclaire tout le grand décor de Fontarabie, nous nous tenons tous sur la petite tourelle avancée du jardin, regardant l'Espagne. Arrivent 2 jeunes gens en costume basque offrir de superbes bouquets à Madame Adam et à Blanche. Ils demandent la permission de la part de la jeunesse d'Hendaye de venir nous donner une sérénade. Aussitôt après, 3 barques illuminées arrivent au pied de la tourelle où nous sommes, l'une portant la fanfare, l'autre des chanteurs basques, l'autre des guitaristes. La sérénade dure 1 heure dans une belle nuit rose. Comme c'est à marée basse, il y a un bout de plage à découvert au pied de notre tourelle. Peu à peu, toute la population d'Hendaye est là et danse un fandango pour finir. 7 octobre 92. Un temps sombre. La mer battant les tourelles du jardin, la grande marée d'équinoxe, un vent d'automne un peu âpre mais vivifiant, exquis, annonçant avec une mélancolie presque délicieuse que l'hiver approche. Mais un hiver méridional, très atténué, n'interrompant pas la vie des plantes et de la campagne. Je passe cette fin de journée à errer dans les jardins vides, encore pleins de roses, à ce grand vent salubre et sous ce ciel noir. Fini cet été, fini encore cette étape qui avait réuni ceux d'entre nous que la mort n'a pas pris. Et à présent, quoi ? L'attente d'autre chose. Bientôt aussi, la fin de ce séjour sur le javelot et l'imprévu de ce qui suivra, et amené par ce vent vivifiant, les désirs de changement, de lointains voyages encore, d'Orient et d'Islam. Et au bout de tout, la mort rapprochée. 16 juin 93, le soir à la tombée de la nuit sur ma terrasse, je regarde Fontarabie s'assombrir. Le ciel gris est immobile. Je songe que c'est la fin, que le javelot n'existe plus pour moi, que je vais partir. Et les cloches d'Espagne sonnent comme un glas, lentement. À la nuit plus noire, Simon vient me trouver sur la terrasse de la tourelle, et pendant cette soirée d'adieu, nous nous contons nos aventures de contrebande de la nuit passée, sous l'œil rouge du phare d'Espagne qui luit là-bas, dans l'obscurité du lointain profond. 9 septembre 96. À la course de taureaux de Fontarabie, où j'ai amené le peintre Lévi Durmer et les matelots du javelot, le torero El Chato, en entrant dans l'arène, me jette sa capa rouge et or, que je pose sur la barrière où je suis appuyé. Et il offre la mort du taureau au Seigneur Pedro Lotti, à la France. Pendant son discours de torero, ses aides viennent clouer à la barrière derrière moi un petit trophée de drapeau français et espagnol. Puis la musique joue la Marseillaise et le public se lève et applaudit. Ensuite, quand le taureau est tombé, je jette au torero mon portefeuille et mon chapeau. La nuit tombée, après le fandango dansé devant le château de Jeanne la Folle, nous redescendons la vieille rue Noire et rentrons en France à minuit,
par la barque des frères Élie. En accostant, ils veulent nous porter sur leur dos jusqu'à la tourelle du jardin. Et celui qui porte Lévi d'Urmer le laisse tomber dans la vase. 18 décembre 96, c'est un de ces merveilleux beaux temps de l'hiver de ce pays. Après déjeuner, je vais à bord du Javelot signer les papiers de congédiement de Simon qui finit son service dans 3 jours. Comme elle fuit les années. Puis je rentre me mettre au travail. En ce moment, c'est une de ces périodes de paix mélancoliques et délicieuses comme celle qui m'avait tant frappé il y a 5 ans lorsque je finissais matelot, qui me semblait ne devoir jamais être recommencé et qui se recommence contre toute attente humaine. C'est la même chose. Je commande encore le Javelot. J'en suis au point charmant de finir Ramuncho, un livre qui m'intéresse, comme matelot m'intéressait. Dans mon petit salon silencieux, plein de roses et d'œillets de plage, c'est le même calme, et les mêmes rayons rouges du soir m'arrivent, mélancoliques, par-dessus la montagne de Fontarabie. Les figures des matelots, mes serviteurs et mes camarades de solitude sont changés. Ils s'appellent Edmond et Pierre au lieu de s'appeler Louis et Jean. À part cela, tout ici est demeuré pareil et je me sens aussi jeune qu'il y a 5 ans. Seulement la famille basque à laquelle je rêvais confusément alors est fondée et j'ai un petit Ramuncho qui existe, parle et marche. C'est la même chose, c'est la même période de solitude et de paix délicieuse, mais chaque fois que je me laisse un peu reprendre à la vie, aussitôt je retombe sur cette réalité affreuse, ma mère bien-aimée n'y est plus. C'est une belle histoire d'amour, c'est l'histoire d'un jeune homme qui arrive sur la côte d'un tout petit pays. C'est l'histoire d'un amour, d'un poète qui découvre une langue différente dans un vert et bleu pays. Il aime ses traditions, la danse des gens au village, les jolies filles aussi. C'est l'histoire d'un jeune homme qui nourrit son cœur d'amour et qui nous laissa un peu de son âme par ici. Pierre Loti, Pierre Loti, ton cœur s'est nourri dans ce petit pays. Pierre Loti, Pierre Loti, je pense que ton âme aujourd'hui est entre nous ici. Amo Diosko, Historio Politia Sanda, Non, de Dandaï. Ison Gastea etorrida, Si, mais Erritziki vue de profil, honetara, la Bidasoa hizkuntza desberdina, aurkitu du hemen, jendea dantzan plazan, neska Elle est petite parce qu'on la voit ederrak. son côté le plus étroit. Pierre Loti, Voilà, c'est ça, le côté étroit est sur le... Pierre Oui. Loti, Mais bon, elle n'est pas... zure énorme. bihotza hemen handitu da. Pierre Loti, Voilà, en fait, elle est Pierre en longueur sur le Loti, eta zure arima hemen geratu da. Eta zure arima gure artean orain da. Un texte qui n'est pas de Loti, mais qui est sur Loti, qui date de plus tard, 1911. À l'époque, son œuvre est reconnue internationalement. C'est un écrivain à grand succès, vous allez le comprendre.
Notre collaborateur Paul Faure nous écrit d'Hendaye. Nous sommes le 31 décembre 1911. C'est un vrai temps de Pâques. Rien n'indique décembre. Je suis chez Lottie. Accoudé à la terrasse ronde qui couronne une des tourelles de son jardin, dont les murs trempent dans la baie d'Assoa, je regarde l'admirable paysage tout couvert de soleil, la rivière, le vieux Fontarabie, couleur de la montagne à laquelle il s'appuie, la pointe du cap Figuier que baigne l'azur de l'air et de la mer. Au petit port d'Hendaye, les bateliers attendent les touristes qui vont arriver en foule pour voir les danses et la corrida de Fontarabie. Il y aura non seulement tous les Basques de la région, mais aussi tous les étrangers qui viennent chaque année hiverner à Biarritz et à Saint-Jean-de-Luz. 2 heures, les bateliers s'animent, le train de la côte vient d'arriver, bondé de voyageurs qui courent à toutes jambes vers le port. En un clin d'œil, les embarcations sont pleines. Anglais, Allemands, Français, toutes les nationalités, tous les accoutrements. On s'appile dans les barques qui se mettent à glisser sur l'eau ensoleillée, au bruit des rires, des exclamations de toutes sortes. La marée étant haute, les barques, pour atteindre Fontarabie, filent en droite ligne. Mais voilà qu'elles hésitent, s'arrêtent, tournent à droite, viennent ici. Une a commencé son changement de route, puis 2, puis toutes. C'est qu'une voix, puis d'autres ont demandé « Montrez-nous la maison de Lottie !» Les femmes ont pris leur lorgnette, les hommes leur Kodak. Les barques approchent, les voici. Elles se rangent au pied de la tourelle comme se rangent des pèlerins au pied d'un sanctuaire. Et on descend sur la petite grève. Tous savent pourtant qu'ils n'apercevront pas Lottie. Ils savent que si, par hasard, il était sur cette tourelle, il fuirait devant tout ce monde. Mais ils restent là, fascinés, devant cette petite maison muette. Les Kodak fonctionnent, j'entends les crépitements de leur déclic, pareil au bruit des machines à écrire. Un vieillard prend par la main un petit garçon, probablement son petit-fils, le conduit à la porte de la tourelle, et une fois sur les 3 seuils, « Maintenant, lui dit-il, tu pourras raconter que tu as vu la maison de Lottie. » Une femme détache des feuilles d'une branche d'acacia, les met dans son sac à main. Une autre emporte des galets de la petite grève. Celle-ci se hisse jusqu'à la terrasse et regarde avec des yeux hypnotisés. Celle-là griffonne un mot sur un papier, l'enveloppe dans un mouchoir, le lance dans le jardin. Une Russe est debout sur sa barque, immobile, hermétique. Elle regarde la maison. Elle la regarde comme éblouie par quelque apparition surnaturelle. Bien qu'ils ne voient rien, ils resteraient là, tous, si les bateliers pressés d'aller chercher d'autres voyageurs ne donnaient le signal du départ. Alors les barques s'en vont, mais d'autres arrivent, qui elles aussi quittent la ligne droite pour s'arrêter devant la terrasse fameuse. Halte significative. Dans ses contemplations, dans ses gestes, dans ses mains qui touchent ces pierres, coupent ces branches, prennent ces galets, dans ses doigts qui arment les Kodaks, je ne vois pas de la curiosité, de la distraction de badaud, mais l'expression spontanée d'un culte. Point de ces propos bruyants que l'on entend si souvent devant la demeure des hommes célèbres. Non, du respect, de la ferveur. Rien de plus naturel que cette fascination de Lottie sur tous. Il ouvre les portes de notre imagination. Sa vie s'enveloppe de mystère et de féerie. Son génie est dans un halo à la fois sombre et doré. Voyageur qui a planté sa tente sur les sables de toutes les plages, au soleil de toutes les contrées, au pied des remparts des plus vieilles cités, il nous donne à rêver. Il est le poète de Raraou, la Tahitienne, et d'Asiadé, la circassienne d'Istanbul, l'évocateur des pays que l'on ne verra jamais, que l'on désirera toujours. Son œuvre contient tout ce qui nous émeut, la mer, la flûte qui gémit dans le désert, les nuits d'Afrique, les créatures qui passent au fond d'horizons enchanteurs. Il est l'Orient, la nostalgie, le lointain, le pathétique. Il est celui à qui l'amour et la mort ont fait pousser les plus déchirants soupirs. Les barques quittent la petite grève, reprennent leur fil de procession. D'autres arrivent, chargés de nouveaux promeneurs.
Ils descendent, s'arrêtent devant la terrasse, vont, viennent, regardent. À quelques pas de moi, derrière les acacias du jardin, un bruit de métal et de cordage. C'est Loti qui, en attendant l'heure de la corrida, fait tranquillement des anneaux et du trapèze. Toi, tu aimais la vie, tu aimais la beauté. Toi, tu aimais la vie, la nature et ses couleurs. Et c'est ici un deuil où tu les as trouvés. Et c'est au Pays Basque où tu les as admirés. Tu voulais voir la lune, les étoiles, les montagnes et la mer bleue. Et c'est au Pays Basque où tu l'as fait. Tu as trouvé ici la paix, l'habitation de Rivière, et tu as connu ici une timide femme basque qui t'a beaucoup aimé. Personne ne connaissait son nom, elle 3 enfants t'a donné. Et d'après son silence, tu es devenu un poétique écrivain. Personne ne connaissait son nom, elle t'a beaucoup aimé. Et d'après son amour, tu es devenu un poétique écrivain. Non, nous n'allons pas cette femme oubliée. Non, nous n'allons pas Cruzita Gaïsa oublier. Prieto azabache, ¿cómo olvidar que te debo la vida? Cuando iban a justiciarme las tropas leales de Pancho Villa, presque à mes pieds, le cheval roula sur le sable, roula contre la barrière, les poumons crevaient, pas de gémissements, pas de plaintes. Les chevaux agonisent en silence. Une expédition de contrebande qui se déroule dans la nuit du 16 septembre 1893. Longue promenade à l'aviron sous les averses torrentielles, dans le vent qui fouette, dans l'obscurité confuse. Nous apercevons le bateau de ronde des douaniers espagnols. Mauvaise affaire, il faut changer de direction en hâte, perdre une demi-heure et nous sommes déjà en retard. Enfin nous voici, sans encombre, tout près de la rive espagnole, parmi les grandes barques de pêche qui dorment, amarrées, immobiles devant la marina de Fontarrabie. Nous nous baissons dans le canot, à moitié cachés, ne parlons plus, poussant du fond avec les rames pour faire moins de bruit. Maintenant, nous voilà tapis derrière une de ces grandes barques vides à toucher terre. C'est le point convenu, c'est ici que les camarades de l'autre rive devraient être pour nous recevoir. Mais où donc sont-ils ? Les premiers moments se passent dans une sorte de paroxysme d'attente et de guet qui double la puissance de l'ouïe et de la vue.
Les yeux dilatés et les oreilles tendues, nous attendons dans le noir, sous la pluie fraîche qui tombe. Je vais passer devant le poste des douaniers, entraîné de plus en plus vite par le courant. J'essaie, avec une de ces longues rames, de pousser au fond. Mais il n'y en a plus de fond, je ne trouve que le vide de l'eau. Je suis déjà dans la passe profonde. Alors, ramer, tant pis pour le bruit. La barque sera lourde à ramener à moi seul contre ce courant. Et les étourdis qui ont en plus emporté les bagues en corde pour faire des poignées à leurs ballots de contrebande. Je suis tout à fait réveillé maintenant, insouciant de la pluie et du froid. Et je détache ma ceinture pour en faire des bagues et je rame. Mais je ne reconnais plus le point exact de la rive où ils m'ont laissé et où ils vont revenir, un peu angoissé sans doute que je n'y sois plus. M'y voici à peu près, je crois. Il fait noir, noir comme chez le diable. Je m'amarre tout près de la terre, caché derrière une des grandes barques espagnoles. Et j'attends. Quelque chose s'approche, remuant l'eau le plus doucement possible. Dieu merci, c'est Ramuncho qui me cherche. Il a démarré un petit you-you espagnol, appartenant à n'importe qui, pour venir me voir. Il m'a trouvé, il sait où est Simon, donc nous sommes sauvés. Il n'y a plus qu'à rire de notre mésaventure. Quand nous sommes remontés tous les trois dans notre barque, un imbécile de douanier espagnol, réveillé en sursaut, nous hèle avec fureur. Trop tard. Ils lui répondent je ne sais quelle facétie en basque et nous nous sauvons à force de rame, tout de suite disparus dans la pluie et la nuit noire. La traversée de retour est longue. Il n'y a plus d'eau dans la Bidassoa. 10 fois nous échouons, obligés de nous mettre tous à l'eau pour tirer la barque. Enfin, vers 3 heures du matin, nous mettons pied sur le petit embarcadère d'Andaille. Et là, un douanier français se précipite. Il nous reconnaît au son de nos voix. « Ah, c'est vous, monsieur Loti. Bonsoir, Simon. Bonsoir, Ramuncho, nous dit-il, en les regardant sous le nez dans l'obscurité. » Amarré sous un pont les rafiots, par-dessus la frontière. Ici la France, là-bas l'Espagne, et entre les deux, le Pays basque. Son nom lui allait comme un gant, il s'appelait le Javelot, et son commandant c'était Julien Viau. Ils savaient tous deux séparément tambourlinguer et tant d'histoires à se raconter. Ici les vrais, là-bas les faux, et entre les deux courent les rêves. Beaucoup plus connu sur le nom de Pierre Loti. Les nouveaux venus s'est pris des gens et du pays. Sur les fleuves frontières, trouve un refuge dans une maison solitaire d'un homme de Vacaretea. Par certains soirs d'automne, on peut y voir Loti remonter les courants sur son vaisseau fantôme. Et sonnent à la volée les cloches de César, d'ailleurs d'on d'arriver
c'est un vieil rafio qui passait dans l'air. Il n'a plus de drapeau et se moque des frontières. Son nouveau nom